On a tendance à croire que les hommes d'aujourd'hui ont le plus gros cerveau et que c'est celui qui fonctionne le mieux. On n'a pas le plus gros cerveau en fait, puisqu'il y a d'autres hommes préhistoriques qui l'ont eu bien plus gros avant nous, et puis on n'a aucune certitude du fait que notre cerveau fonctionne mieux que ceux d'avant. Je travaille sur plein de spécimens fossiles et là mon intérêt s'est porté sur le spécimen Cro-Magnon 1 qui est un fossile qui, comme son nom l'indique, vient du site de Cro-Magnon. C'est un Homo sapiens qui vivait il y a à peu près 25 000 ans et je m'intéressais à la morphologie du cerveau. En fait on étudie sur les fossiles ce qu'on appelle l'endocrâne, puisqu'évidemment le cerveau ne se conserve pas, et on va observer toutes les empreintes laissées par le cerveau durant la vie de l'individu sur la surface interne du crâne. Et il y a de très nombreuses marques qui restent, des marques de veines, d'empreintes méningées, les différentes zones du cerveau qu'on arrive à délimiter et à très bien reconnaître. Et donc on s'est servi des méthodes d'imagerie, et on a donc obtenu un scanner de très bonne définition, qui nous a permis de reconstituer un modèle de l'endocrâne, de la forme du cerveau. À partir de ce modèle virtuel, on a fait faire un prototype, c'est-à-dire une impression physique en 3 dimensions. Et cet endocrâne, on a voulu l'étudier, évidemment, le décrire, parce que ce spécimen est important, c'est un des plus vieils Homo sapiens bien conservés. Et puis on a voulu aller au-delà en proposant une étude comparative. Donc on a constitué un matériel fossile d'une quinzaine de spécimens, en considérant les mieux conservés, qui ne sont pas déformés, qui nous permettaient de décrire beaucoup de caractères, qu'on a comparé à une collection très riche de moulages endocrâniens d'hommes actuels qu'on a ici, qui viennent de toutes les régions du monde. Et donc la question a été d'essayer d'analyser ces deux groupes, cette population actuelle et puis cette population fossile d'Homo sapiens d'il y a à peu près 25 000 ans, et de regarder s'il y avait des différences entre les deux populations. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une différence moyenne d'ensemble de forme du cerveau entre les hommes d'il y a 25 000 ans et les hommes d'aujourd'hui. Les grandes lignes sont une diminution un petit peu du volume et puis surtout une réduction de la taille d'avant en arrière. Le cerveau ne change pas beaucoup de forme sur le côté, les proportions de largeur restent les mêmes. Par contre, notre cerveau est devenu un petit peu plus court et un petit peu plus bas. Ce qui fait qu'on a l'impression que notre cerveau est plus arrondi, mais en fait c'est qu'il est devenu plus petit et qu'il s'est compacté. Et ça, c'est la grande information que donne notre étude, c'est que notre cerveau est plastique, il peut endurer des variations, qui s'est modifié au cours du temps, qu'il est devenu un petit peu plus petit, mais qui va être capable de s'adapter. La tentation est grande dès qu'on étudie la forme du cerveau, d'essayer de comprendre son fonctionnement, s'il y a des zones qui sont particulières pour une certaine activité, et puis si les capacités sont plus importantes ou pas en fonction de la forme du cerveau. A priori, si on compare ce qu'ils étaient capables de faire il y a 25 000 ans, c'est-à-dire qu'ils avaient des comportements symboliques compliqués, qu'ils enseignaient sûrement des choses très compliquées aussi à leurs enfants en ce qui concerne l'outillage, les comportements, ils enterraient leurs morts, ils faisaient des représentations artistiques dans les grottes qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Donc, puisqu'ils avaient des capacités équivalentes aux nôtres, avec un cerveau un petit peu différent du nôtre, ça démontre que c'est pas notre taille de cerveau qui va vraiment avoir un rôle qui va nous permettre d'être plus ou moins intelligents, mais la manière dont il est construit, dont les zones se connectent entre elles et comment ils fonctionnent dans l'ensemble.